Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te présenter tout ce que tu dois savoir sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour réussir ta dissertation le jour du bac. C'est parti. Alors au programme, on va parler d'Olympe de Gouges, de l'œuvre, on va analyser le parcours associé, on va mentionner certains exemples importants à maîtriser, quelques extraits également, des œuvres complémentaires. Je vais te proposer une amorce et une ouverture, ainsi que quelques sujets type bac qui te donneront une idée de ce qui peut t'attendre. Commençons tout de suite par parler d'Olympe de Gouges. De son vrai nom Marie Gouze, elle est née en 1748 et morte en 1793. Très tôt, elle se met à écrire. À l'âge de 18 ans, elle refuse de se remarier après le décès de son époux parce qu'une loi interdit aux femmes mariées de publier sans l'accord de leur mari. Elle fréquente alors des salons parisiens et commence à écrire des pièces de théâtre ainsi qu'à monter une troupe pour les représenter. Elle publie également des textes politiques un an avant la Révolution, des textes qui proposent des réformes sociales. Son engagement va la pousser à dénoncer les massacres des 2 et 3 septembre 1792 et à s'en prendre à Marat et Robespierre. Elle est condamnée à la guillotine et sera donc tuée l'année suivante. La DDFC est une œuvre qui pastiche la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit d'un texte critique visant à corriger cette déclaration initiale. Il s'agit d'une réécriture donc de cette œuvre dans laquelle Olympe de Gouges va corriger, va modifier tout ce qui lui semble injuste, inégal entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes libres et esclaves. L'œuvre est assez peu diffusée au moment de sa publication et tombe rapidement dans l'oubli. Elle est révélée au grand public en 1986 par Benoît de Groux et depuis, elle connaît un fort retentissement. Peut-on parler de féminisme concernant cette œuvre ? Eh bien oui, mais avec des guillemets. En effet, le terme féminisme n'existait pas encore à l'époque d'Olympe de Gouges. Donc qualifier son œuvre de féministe serait un anachronisme. Donc si jamais tu mentionnes ce terme, il faut que tu mettes en valeur le fait que tu as conscience qu'il s'agit d'un anachronisme. L'œuvre commence par une épître dédicatoire à Marie-Antoinette, dans laquelle Olympe de Gouges lui demande d'œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. L'avant-propos. Olympe de Gouges s'adresse aux hommes et leur reproche d'avoir oublié le rôle qu'ont eu les femmes durant la Révolution, en écrivant un texte, donc la DDHC, qui s'adresse aux hommes et qui ne tient pas compte des femmes. Le préambule. Olympe de Gouges réécrit celui de la DDHC en mettant en valeur toutes les femmes, les mères, les filles, les sœurs, et en les appelant à réagir, à se révolter contre leurs conditions. Elle veut constituer une assemblée nationale féminine fictive. La déclaration en elle-même consiste en 17 articles réécrivant la DDHC. Olympe de Gouges en reprend les articles et va les réinterpréter. Il s'agit d'un pastiche critique. Les articles 1 et 2 mettent en valeur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. L'article 3. Dans la sphère politique, on doit trouver des hommes et des femmes de manière égale. Articles 4 et 5. Les droits de la femme sont naturels et égaux à ceux des hommes. Article 6. La femme a le droit d'élaborer des lois, au même titre que l'homme. Article 7, 8, 9. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, mais par conséquent également les mêmes punitions. Elles peuvent monter sur la tribune, mais aussi sur l'échafaud. À noter, Olympe de Gouges corrige la DDHC en remplaçant tous les citoyens par toutes les citoyennes et tous les citoyens. Articles 10 et 11. La femme a la liberté d'opinion et d'expression. Elle peut aussi dévoiler l'identité d'un père d'enfant né hors mariage pour le forcer à assumer les enfants en question. Article 12. La DDFC n'a pas pour but de renverser la suprématie masculine pour la remplacer par une suprématie féminine, mais d'établir une égalité entre les sexes. Article 13, 14, 15 portent sur l'impôt, l'argent, le travail. La femme peut accéder aux emplois comme les hommes et savoir à quoi sert l'argent qu'elle verse aux impôts. Article 16. La femme a le droit de rédiger la Constitution. Article 17, qui concerne le droit à la propriété. Dans le postambule, Olympe de Gouges appelle les femmes à lutter pour parvenir à l'égalité. Elle s'impose comme guide en les appelant à la raison et à la lucidité, leur faisant réaliser qu'elles n'ont tiré aucun avantage de la Révolution et que les inégalités sont encore très marquées. Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Parlons maintenant du parcours associé écrire et combattre pour l'égalité. Écrire et combattre implique que le combat mené par Olympe de Gouges est un combat pacifique, non violent. Il s'agit de critiquer, de dénoncer, de corriger,
grâce à un texte et non avec les armes. La lutte passe par l'écriture juridique, politique, polémique, didactique, argumentative, oratoire, ironique, etc. Les procédés et registres sont nombreux pour dénoncer et inviter à l'action. L'égalité est un enjeu très important puisqu'Olympe de Gouges s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, famille royale. Même si son public le plus souvent ciblé est féminin, elle ne restreint pas son lectorat à ce sexe exclusivement. De plus, il est très important d'insister sur le fait qu'elle ne va pas prôner la supériorité des femmes en droit et en liberté, elle veut simplement anéantir celle de l'homme pour rétablir la justice et l'égalité entre les deux sexes. Donc, il s'agit, comme nous l'avons vu, de corriger les inégalités et non pas de renverser la domination masculine au profit d'une domination féminine. Parlons maintenant des arguments importants que tu devras mentionner dans ta copie. Tout d'abord, la dénonciation des inégalités envers les femmes, envers les esclaves, parce qu'elles vont contre les lois de la nature. Olympe de Gouges s'adresse à tout le monde afin de lutter contre ces inégalités, hommes, femmes, famille royale. Elle tente le tout pour le tout afin de créer un véritable changement dans la société. Cela fait d'Olympe de Gouges une guide, une enseignante qui propose diverses solutions. Alors des solutions pour résoudre les inégalités, pour garantir l'ordre social, pour réorganiser l'appareil politique et pour créer une société qui sera plus juste et plus représentative. Et tout cela fait d'Olympe de Gouges une véritable femme politique, puisque la DDFC est une œuvre polémique, argumentative, entre autres. Olympe de Gouges va s'ériger en tant que porte-parole des minorités et réécrire la DDHC afin d'en proposer un texte plus complet, plus abouti, prêt à être adopté en assemblée. Et cela fait d'elle aussi une femme qui court de nombreux risques, puisque si elle sera guillotinée, ce ne sera pas à cause de la DDFC, mais elle s'implique beaucoup en politique et sera tuée pour ses idées. Parlons maintenant des extraits les plus importants que tu devras connaître et citer. On peut commencer par le préambule, qui est incontournable. Olympe de Gouges présente les femmes comme une unité solidaire qui a sa place en politique. Tout comme les hommes, elles ont une grande importance et ne devraient pas être laissées de côté. Il faut donc de manière urgente corriger cette inégalité, parce que pour Olympe de Gouges, le malheur et la corruption proviennent des inégalités hommes-femmes, qui affectent l'intégralité de la société. Ces inégalités, en effet, sont dues à un comportement erroné de la part de l'homme, parce qu'elles n'existent pas dans la nature. Donc, autrement dit, l'autrice montre que la femme n'est pas une minorité faible et inférieure. Au contraire, elle va même la présenter comme supérieure. Elle rappelle qu'elle est indispensable à l'homme, c'est la femme qui donne vie. Ce faisant, elle reprend toutefois un cliché qui concerne la femme. L'article 1 est une réécriture corrigée de la DDHC, qui établit l'égalité entre hommes et femmes. La première phrase est modifiée, mais la seconde ne l'est pas. Autrement dit, la seule inégalité possible entre les hommes est une inégalité sociale qui sépare riches et pauvres, par exemple, et non une inégalité de genre. Dans l'article 2, la référence à la nature est très intéressante puisqu'elle montre que les hommes et les femmes ont les mêmes droits donnés par la nature et que les lois doivent simplement les garantir et les préserver. La résistance à l'oppression est d'ailleurs très intéressante également, puisqu'elle autorise l'opposition à tout système qui soumet une population. Et Olympe de Gouges fait référence à la Révolution, mais aussi au soulèvement des femmes contre la domination masculine et contre les inégalités. Dans l'article 3, Olympe de Gouges rappelle que la nation se compose d'hommes et de femmes, et que les femmes ont donc un pouvoir décisionnel et politique égal à celui des hommes. Dans l'article 4, 6, Olympe de Gouges montre que la loi n'est pas l'expression de la volonté générale, parce qu'elle n'émane pas des femmes et des hommes. La formulation « toutes les citoyennes et citoyens » montre l'importance capitale de la femme en la plaçant avant l'homme. L'égalité doit donc se trouver au niveau politique, mais également professionnel, puisque le sexe ne doit pas être un critère discriminant. Seules les compétences le sont. Articles 9 et 10 qui présente une inversion des polarités dans l'article 9 parce que la DDHC met en valeur la présomption d'innocence alors que la DDFC présume la culpabilité. La référence à l'échafaud article 10 souligne une inégalité à corriger. Les femmes peuvent subir les mêmes peines que les hommes
Elles doivent donc pouvoir bénéficier des mêmes avantages, donc ici avoir une place en politique, la tribune désignant une estrade sur laquelle on fait un discours, souvent d'ordre politique. Dans l'article 17, le dernier article de la DDFC, Olympe de Gouges va s'ériger contre le mariage et le devoir conjugal, contre ce modèle figé de la société dans lequel chaque foyer abrite une famille dirigée par un homme, que ce soit le père ou le mari. L'autrice va donc montrer que la femme peut posséder un logis sans forcément vivre avec un homme qui serait à sa tête. Elle ne doit pas dépendre d'un père ni d'un mari, mais peut vivre seule de manière indépendante et autonome. Dans le postambule, on est face à une résonance avec le préambule. Le postambule incite les femmes à passer à l'action, comme le souligne l'apostrophe initiale « Femme, réveille-toi ». Cela montre qu'elles ne s'impliquent pas assez, elles dorment. Olympe de Gouges sonne l'alarme et alerte sur l'urgence de la situation. Cela rappelle le mouvement des Lumières de cette époque, auquel appartient l'autrice. Il faut sortir de l'inaction, de l'aveuglement, et devenir lucide et agir. La Révolution a eu un impact négatif sur les femmes, puisque même si elles y ont participé, elles n'en ont pas retiré la reconnaissance nécessaire et subissent le mépris, sont considérées comme inférieures. Olympe de Gouges s'impose donc comme le guide qui indiquerait le chemin à suivre pour permettre aux femmes de s'émanciper de leurs conditions au nom de l'égalité. Il s'agit d'une révolution au sein même de la Révolution. Passons maintenant aux œuvres complémentaires que tu peux mentionner en amorce, en ouverture ou dans ton développement. On va tout d'abord parler d'une vie de Simone Veil. Il s'agit d'une autobiographie, celle de Simone Veil, qui raconte sa vie de son enfance à sa retraite. Dans cette œuvre, elle partage tous ses combats. Nous en apprenons plus sur ses positions politiques, mais surtout nous découvrons l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait au moment de lutter. Quels étaient les obstacles? Comment elle a fait face à l'adversité pour faire passer de nombreuses lois, notamment la plus connue, la loi Veil du 17 janvier 1975, dépénalisant l'IVG. Il s'agit d'une loi en faveur des droits des femmes, incontournable car elle marque un grand progrès. Ce roman montre que depuis la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, des progrès ont certes été faits, de grandes avancées ont eu lieu, mais d'autres sont encore à faire. Dans les liaisons dangereuses de Laclos, et plus particulièrement dans la lettre 81 de ce roman épistolaire, la marquise de Merteuil s'adresse au vicomte de Valmont et lui explique comment elle a réussi, grâce à son intelligence, à sortir des carcans dans lesquels la femme est enfermée au XVIIIe siècle. Merteuil dresse son autoportrait et met en valeur son caractère manipulateur et vicieux, mais aussi son intelligence, puisque grâce à ses capacités intellectuelles, elle s'éduque elle-même et parvient à sortir de l'état de passivité contraint par son sexe. Elle s'érige donc comme une femme libre, émancipée et aux marges de cette société réductrice vis-à-vis des femmes. Donc elle fait un état des lieux extrêmement pessimiste de la condition féminine à cette époque et s'en émancipe par le libertinage. Enfin, nous pouvons penser à l'école des femmes de Molière. Arnolphe est un homme qui est épouvanté à l'idée d'être trompé. Il décide alors d'être le tuteur d'Agnès, qu'il va mettre au couvent et laisser dans l'ignorance la plus totale. Lorsque celle-ci a 17 ans, il souhaite l'épouser, mais elle tombe sous le charme d'Horace. Arnolphe est l'archétype du personnage misogyne. Il va en devenir risible et ridiculiser la prétention de supériorité de l'homme sur la femme. Il a une vision très négative de la femme qu'il faut dompter, qui doit obéir et qui peut tromper. Quant à Agnès, elle ne connaît rien. Il la force à rester ignorante. Et ce faisant, Molière dénonce la condition réservée aux femmes au XVIIe siècle, puisque l'éducation d'Agnès ne surprend pas le lecteur contemporain, habitué à ce schéma. L'éducation religieuse au couvent, dans laquelle la femme apprenait à être une bonne servante pour son mari et restait vierge pour lui. Molière s'érige donc contre ce modèle, ce qui était assez audacieux à l'époque, puisque cette pièce a choqué les spectateurs. Parlons maintenant d'une amorce type, pour la dissertation. Malgré l'implication des femmes durant la Révolution, et contrairement aux promesses faites, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne leur accorde pas une part suffisante et ne permet pas d'établir une société égalitaire. C'est pourquoi Olympe de Gouges va en proposer une correction dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, etc. Et ton ouverture pourra porter sur n'importe quelle œuvre complémentaire mentionnée précédemment. Je te propose maintenant quelques sujets type bac pour que tu saches un peu à quoi t'attendre. Sujet 1. J'écris pour que vous sachiez
Je crie pour que vous entendiez, je marche en avant pour que vous connaissiez la route, écrit Flora Tristan dans son essai Émancipation de la femme en 1845. En quoi ces propos de Flora Tristan illustrent-ils la volonté d'Olympe de Gouges d'écrire et de combattre pour l'égalité dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Vous pouvez étendre votre réflexion aux textes associés au parcours Écrire et combattre pour l'égalité. La DDFC est-elle une œuvre féministe? Sujet 2. Et enfin, sujet 3. En quoi peut-on affirmer que la DDFC est une œuvre représentative des Lumières? Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.